Monsieur le Président, chers membres du jury, cher auditoire, je suis antagoniste, excusez-moi. Non, mesdames, messieurs, vos yeux ne vous trahissent pas. Je suis bel et bien venu plaider devant vous ce soir, habillé. J'ai refusé la nudité, et j'en vois déjà des déçus. Je vois là des regards qui regrettent mon hypothétique exhibitionnisme. Mais je me dois de les consoler. Il y a une raison à mes avis. Non, je ne suis pas venu vêtu par réflexe vétuste, mais bien par décence. Je me dois de vous l'avouer, cher jury, j'aurais volontiers troqué mon costume contre la tenue d'Adam. Je ne peux en effet contredire, en termes de commodité, la chemise et la robe habillée ne peuvent rivaliser avec la nudité. Mais pourquoi ne l'ai-je pas fait? Je ne vois comme réponse à cela que le simple fait que la nudité du corps est bel et bien inconvenante. En d'autres termes, car l'inconvenance est une formule obscure, venir ce soir sans l'habit et plaider à l'image de Freinet devant ses juges, en n'ayant que pour seul argument mon corps mis à nu, aurait été d'une irrévérence, d'une discourtoisie, d'une impertinence certaine. De la même manière, je ne crois pas que l'impudeur de l'âme soit davantage adaptée ce soir. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas me mettre à nu devant vous, car cela serait bien mal poli, bien malvenu. Je me contenterai que d'argumenter, que de démontrer, en somme, que de plaider. Mais de plaider au nom de quoi? Eh bien, dans un premier temps, au nom de la loi. Je ne pensais pas que le code pénal, ouvrage de dimension quasiment biblique entre ces murs de l'école de droit, pouvait être ainsi remis en cause. Et pourtant, je me trompais. Nous débattons ce soir du bien fondé de son article 222, alinéa 32, qui dispose que l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Si l'outrage public à la pudeur, car c'est là son ancien nom, est condamnable, vous en conviendrez, chers membres du jury, chers auditoires et chers contradictrices, qu'il est aussi, de fait, inconvenant. De plus, je m'adresse à vous, chers adversaires, sachez que dans cette joute verbale, je vous vois davantage comme l'avocate de l'impudeur, la fossoyeuse de l'intimité, plutôt que comme la partisane de la nudité. Vous savez, mesdames, messieurs, je pense ne pas être le seul heureux du fait que ma pudeur soit protégée par la loi. À toute exhibition, ma nature est rétive, disait Georges Brassens. Et je partage cette opinion. Nous aimons tous, je l'imagine, l'intimité que nous partageons avec notre corps. Et ne serions-nous pas importunés si quelqu'un se présentait devant nous en manquant à la pudeur la plus élémentaire? En effet, cher jury, j'ai la conviction qu'aussi beau, aussi érotique, aussi sensuel un corps soit-il, sa vue, quand elle est imposée, ne peut être qu'inconvenante. Cependant, mesdames, messieurs, ne me prenez pas non plus pour quelqu'un n'ayant que la nudité pour inquiétude, quelqu'un n'ayant été élevé dans des mœurs bien rudes. En somme, ne me prenez pas pour un jeune homme excessivement prude, à la chasteté sans pareille et aux hormones effarouchées. J'ai bien conscience que jusqu'ici, je semble tenir le discours d'un résolu réactionnaire. Pourtant, je pourrais vous conter sans peine l'immuable grâce dont peut être dotée la nudité humaine. En effet, la valeur d'un corps nu est purement inestimable dans le cercle intime. Et entendez-moi bien dans ce que je m'apprête à dire, c'est justement son inconvenance qui fait toute son infinie valeur. Enlever au corps cette inconvenance, c'est lui arracher sa sensualité, sa splendeur et sa poésie. Ces valeurs-là ne prennent place entièrement que lorsque le corps est dénudé dans l'intimité la plus totale. Ce corps, il peut être, par ses formes et ses voluptés, la plus harmonieuse, la plus caressante, la plus séduisante des créations,
lorsque sa vue est désirée. Mais lui enlever son mystère revient à lui retirer cette inégalable vénusté. Alors, ce corps, nous le couvrons de vêtements, et ce, jusque dans nos derniers instants. Ces vêtements-là sont en effet primordiaux, même une fois passé notre dernier souffle. Vous savez, cher adversaire, nous ne laisserions jamais partir un de nos proches dans l'au-delà sans avoir choisi avec attention son embellissement. Vous le savez tous, mesdames, messieurs, on ne se présente pas nu dans l'autre monde, mais bien paré de ses plus beaux jeunes. Cependant, mesdames, messieurs, la nudité du corps n'est pas la seule existante. Elle est étroitement accompagnée de celle de l'âme, tout aussi inconvenante que la première. Chère négatrice, là aussi vous la défendrez, cette nudité, mais cela sera pour vous difficile. En effet, avant même d'exposer le moindre argument, n'allez-vous pas, en défendant la vertueuse spontanéité, le digne naturel et la vénérable authenticité, utiliser ironiquement de grandes formules éloquentes dont la seule honnêteté ne sera que jouée. N'allez-vous pas, à l'image d'ailleurs de l'élégante tenue que vous arborez ce soir, habiller votre âme et votre pensée de mille et une parures persuasives? N'allez-vous pas faire de vous le misanthrope Alceste, prêchant la parole du cœur, alors même que vous êtes amoureuse des coquettes techniques oratoires qui, elles, viennent bien de votre tête? En défendant l'authenticité par un discours préparé, vous faites la preuve d'un oxymore sans pareil. Si la nudité de l'âme n'était pas inconvenante, vous n'auriez aucune peine et aucune honte à la dévoiler ce soir. Mais vous ne le ferez pas, car les sentiments véritables ont besoin de pudeur, comme le disait Alain, car ils sont précieux. Et il serait aussi malheureux pour nous que pour les autres que de les dévoiler à tout va, sans la moindre précaution. Pour parler en termes freudiens, laisser son âme à nu reviendrait à laisser échapper le ça sans jamais le couvrir du surmoi, ce qui est en tout cas regrettable. De plus, vêtir sa pensée peut être pour elle une sublimation. Sans certaines formes, certaines ruses appliquées à ses brillantes pensées, Jean de La Fontaine n'aurait jamais pu faire de ses fables un de nos héritages culturels intemporels. Cette splendide critique n'aurait jamais survécu à la censure de l'époque si son auteur avait livré ouvertement le fond de sa pensée. C'est par ses ornements, sa parure métaphorique fournie, que cet écrit a survécu aux affres du temps et du musellement. Habiller son âme n'est pas la défigurer, de la même manière qu'il peut être preux et courageux que de la cacher des yeux d'autrui, et ce, à tout prix. Tout le courage, toute la bravoure, toute la force de Jean Moulin résidait dans le fait qu'il n'a jamais, je dis bien jamais, dévoilé son âme à nu face au boucher de lion. Celui qui savait tout, pour reprendre les mots d'André Malraux, a tiré sa noblesse de sa capacité à dissimuler sa conscience entière à l'abri des artisans de l'horreur. Malgré les coups, malgré la douleur, malgré la torture la plus infâme, il n'a jamais laissé paraître la moindre esquisse de son âme. Couvrir ses secrets au prix de sa vie, et ce sans la moindre défaillance, a été pour lui acte de résistance. Et je vous demande, chère contradictrice, oseriez-vous enlever à cet homme sa vaillance, celle de n'avoir justement commis aucune imprudence? Et Monsieur le Président, chers membres du jury, cher auditoire et toujours vous, chère contradictrice, l'imprudence, je ne m'y risquerai plus, car j'arrive là à la fin de ma plaidoirie. Avant de me taire, je ne vous poserai qu'une question. Mes vêtements vous auront-ils dérangé? L'habillage de mon corps et de mon âme aura-t-il été trop austère, excessivement pudique, voire inexorablement chaste? Je ne le crois pas. Pas plus que je ne crois qu'à l'inverse de cela, vous m'auriez davantage entendu si je m'étais présenté devant vous sans aucune retenue, tout nu. J'ai respecté les convenances, tout comme le fera mon adversaire dans quelques instants, en gardant mes petits secrets, tant physiques que spirituels, pour moi
et moi seul. Du costume ou de la tenue d'Adam, je choisis finalement le premier, cher jury. Gage d'attention portée, de respect et de discrétion, à l'instar de la nudité, synonyme de beauté, certes, mais d'exhibition, l'habit prévaut dans la bienséance. Je laisserai donc, mesdames, messieurs, lentement s'étouffer ma voix dans le tissu que vous portez, et terminerai ma plaidoirie comme je l'ai commencé, habillé. Défenseur de la pudeur, de sa protection et de sa noblesse constante, j'affirme une dernière fois devant vous, mesdames, messieurs, que la nudité, celle du corps comme celle de l'âme, est bel et bien inconvenante. Je vous remercie.